Et bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau webinar. Bonne année, bonne santé pour ceux qui ne sont pas déjà venus dans l'After Produit. Bonjour Rizwan, Bonjour Marcel, tu vas bien? très bien et toi? Bah écoute, très bien. Début d'année pas trop compliqué, ça va? Costaud sur les starting blocks, mais très content d'être ici ce soir avec toi. Ah bah moi aussi, ravi. Surtout que maintenant ça fait déjà quelques semaines qu'on s'est déjà vu sur le premier Eh oui. call et vraiment gros sujet. On va parler de data science, on va parler d'algo, on va voir bah, justement comment toi Rizwan, bah, tu vas nous expliquer comment tu as vécu ce passage de juste entre guillemets product manager à un PM qui va toucher un petit peu à la data science, en tout cas qui va parler avec des data scientists. Donc ça va être hyper intéressant. Et du coup, merci à tous déjà d'être là. Salut Little Marina, salut Rem, salut Mav, salut Tourio, salut Jess, salut Ism, salut Kanaz. En tout cas, bienvenue à tous sur ce nouveau webinar. Et donc, je vais laisser passer la main à Rizwan, tout simplement. Allez, c'est parti. Tac, j'arrive. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez des questions à en poser pendant justement toute l'interview, enfin toute la présentation de Rizwan, et on essaiera d'y répondre du mieux qu'on peut. D'ailleurs, on est dans les petits locaux de l'After, en petit setup un petit peu différent d'habitude, donc désolé pour s'il y a un manque de qualité sur ma caméra. Donc, c'est mon ordi perso. Et vas-y, Rizwan, je te laisse la main Est-ce et que présente un petit c'est peu. est-ce que c'est bon pour le screen sharing? Ouais, tout est bon. Je vois bien ton écran, je vois tout. Trop bien. Alors bonjour à tous, merci de m'écouter. Moi, je suis très content d'être ici ce soir avec vous. Merci Marcel, merci Marine de chez Weevoo pour l'invitation. Alors, ce soir, on va parler d'un sujet tendance. Donc, c'est la data science. Comment la collaboration product manager et data scientist peut permettre en fait de créer des features qui sont game changing. Si bien sûr on s'y prend bien, évidemment. Alors déjà, vous vous demandez, je pense, qui vous parle. Donc, je suis Rizwan, lead product manager chez JD Smack depuis presque 2 ans maintenant. Je suis en charge en fait de toute une tribe qui englobe 3 squads business et une squad tech. Alors vous allez me dire, OK, Jelly Smack, mais c'est quoi en fait Jelly Smack? Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors Jelly Smack, avant tout, c'est une entreprise française qui est devenue une des licornes françaises depuis 2021. On a connu une croissance qui est doublement exponentielle, avec aujourd'hui plus de 1000 employés et des bureaux à travers le monde entier. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait 2 choses. Donc historiquement, on produit de la vidéo. Beaucoup d'entre vous doivent déjà connaître certaines vidéos sur les réseaux sociaux comme Omegle, Beauty Studio, Gameology, etc. On a une vingtaine, plus de 20 thèmes différents. Mais surtout, en fait, on travaille depuis quelques années maintenant avec les plus gros créateurs du monde. Donc, on travaille avec eux en fait pour les aider à atteindre leur potentiel maximum sur les différents réseaux sociaux. Donc, oups, petite erreur, sorry, je reviens, on est bon. Donc, je disais, on travaille avec les plus gros créateurs du monde. Je vais vous citer donc quelques noms: PewDiePie, Reaction Time, Infinite. Mais en France, peut-être que vous connaissez par exemple Koé ou Fabien Licard. Il y en a plein d'autres. On en a environ plus de 400. Donc maintenant, rentrons doucement dans le vif du sujet. Alors, ces mots que vous voyez, intelligence artificielle, data science, algorithmie, prédiction, ces mots-là sont très tendance. On entend beaucoup parler, et il y a même d'ailleurs beaucoup de métiers qui naissent autour de ça. Mais finalement, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait peu de PM qui savaient vraiment ce que c'était ces mots et qui utilisaient en fait ces mots dans leur travail au quotidien. Et c'est justement le but de ce meet-up, c'est d'éclaircir tout ça ensemble, pas à pas. Et justement, voici comment on va procéder. Alors pour ce meet-up, j'avais pas envie de vous faire une présentation théorique où je parlais de la data science, des data scientists et surtout comment intégrer tout ça dans la gestion de projet. J'ai opté pour un format qui est plus storytelling que je préfère, moi en général. Vous allez voir que j'aime bien ça, qui est plus agréable à mon goût et surtout pour les PM qui sont novices dans ce milieu, ce sera selon moi plus agréable. On va donc voir comment, pas à pas, j'ai découvert le monde de la data science. On va analyser les erreurs que j'ai pu faire et ce que j'en ai appris.
pour vous éviter vous-même de les faire, je l'espère, par la suite. On fera aussi une parenthèse sur le rôle du data scientist chez Jelly Smack, parce qu'il peut être différent selon les différentes entreprises. Et enfin, on va voir un cas réel d'utilisation de la data science pour créer une feature produit, un cas réel. Et on va terminer par quelques pro tips qui pourront vous servir par la suite. Alors c'est parti, commençons par le commencement. 17 mars 2020, vous connaissez cette date, je pense. Donc c'est le jour du premier confinement qui est lancé. Et moi, bah, c'est mon premier jour en fait chez Jelly Smack en tant que product owner à l'époque. Bien entendu, en full remote à ce moment-là. Donc aujourd'hui, c'est assez commun, mais à l'époque, ça ne l'était pas. Donc moi, j'ai commencé devant mon ordinateur chez moi à Paris et pendant plus de 6 mois, j'ai jamais rencontré mes collègues. Donc aujourd'hui, c'est commun, mais à l'époque, ça ne l'était pas. Et à cette époque, justement, Jelly Smack, c'était quoi? Pour un peu de contexte. Donc Jelly Smack, regardons plutôt les chiffres en vert sur la slide. Jelly Smack, en mars 2020, c'était 250 employés, 40 personnes en tech, une très bonne partie d'ailleurs chez nos amis corses. La team product, c'était 2 product owners et un VP product pour environ 6 outils. Aujourd'hui, c'est plus de 1000 employés à travers le monde, plus de 100 tech, 17, j'ai bien dit 17, on est passé donc de 3 à 17 dans la team product. Et vous comprenez pourquoi je parle de croissance doublement exponentielle. En termes d'organisation, on est aujourd'hui structuré en 20 tribes, avec au sein de ces tribes, comme j'ai dit tout à l'heure, des squads business et ou tech au sein des tribes. Alors chez Jelly Smack, la première semaine est dédiée à l'onboarding pour les nouveaux. Et pendant cet onboarding, moi, on m'a beaucoup parlé de data, data, data. IA, intelligence artificielle, millions de vidéos, comme quoi la data est la force de Jelly Smack, que si on en est là, c'est grâce à la data, pardon, etc. Et là, je me disais, bah, data, d'accord, mais c'est encore très flou pour moi. Mais je me dis, en tout cas, c'est sûr, mon gars, toi, tu vas faire la data, ça, il n'y a pas photo. Je prends en main 2 scopes à mon arrivée. Le scope qu'on appelle Detect et le scope qu'on appelle Boost. Et donc 2 produits qui étaient utilisés et qui sont utilisés par des utilisateurs internes. Le premier produit, il va permettre de détecter les créateurs de vidéos donc, qui ont le plus de potentiel pour notre business. Et une fois que ces créateurs seront signés, le deuxième outil va permettre de faire croître leur audience significativement en ciblant les meilleures audiences au meilleur coût. Voici les 2 scopes. Ma team à l'époque, front-end, 2 back-end et 2 data scientists. Et là, je me dis, data scientist, d'accord, mais c'est quoi? Jamais travaillé avec auparavant. Data analyst, encore OK, mais data scientist, je connais pas. Bien sûr, je me renseigne sur le net, pas hyper clair sur ce qu'on trouve sur le net, pour être honnête. D'ailleurs, si vous essayez de taper data scientist sur YouTube, vous allez voir qu'il y a 2 ou 3 vidéos qui vont vous expliquer ce que c'est, et le reste, ça ne parle que de formation pour devenir data scientist. Vardan, VP Product chez Jelly Smack, me dit à l'époque, il faut apprendre à travailler avec les data scientists. Moi-même, j'ai appris. Merci Vardan. Et je vous garantis que finalement, bah, je vais vite être mis dans le bain et apprendre par l'échec. Et après tout, bah, on le sait tous, c'est le meilleur moyen d'apprendre. Alors c'est parti, j'apprends. Donc j'échange avec les data scientists directement. Donc, qui es-tu? Que fais-tu? Je me renseigne sur le net, dans la littérature. Je fais même appel à des amis donc PM, qui sont en dehors de chez Jelly Smack. Et oui, j'y vois au final, là, à ce moment-là, de plus en plus clair. Et je commence à comprendre. Mais le meilleur moyen d'apprendre, on le sait tous, c'est de faire. Et j'ai hâte en fait de faire du concret avec ces data scientists. Et là, du coup, on va attaquer. Concernant les 2 scopes, donc Detect et Boost, je me retrouve à devoir directement améliorer des algorithmes qui sont en fait déjà existants et déjà implémentés. Donc à l'époque, on me bombarde des besoins business dans le rush, vraiment dans le rush. Et les data scientists de mon équipe ont l'air de bien saisir en fait tous ces sujets-là, et moi, ben, par facilité, je vais m'appuyer sur eux. Ils me montrent des formules énormes. D'ailleurs, ce que vous voyez ici à l'écran, c'est un exemple réel de ce que j'ai, entre guillemets, subi à mon arrivée.
Mais je me dis, OK, bah, moi aussi, j'ai mangé des équations à l'école et ça doit pas être si méchant de les comprendre. Alors, je creuse en profondeur ces formules. Je les comprends et on débat dessus avec des data scientists. Mais honnêtement, soyons honnêtes, bah, je suis vite dépassé. Et voici finalement où ça nous mène. Alors, je cherche pas des excuses, mais voici mon constat. Il y a un genre de cocktail qui s'est créé. Ce cocktail, c'est quoi? C'est nouveau dans le monde de la data science, aucune expertise métier des sujets, c'est encore le début pour moi. Discovery inexistant des sujets parce qu'on est vraiment dans le rush. Peu de guidelines de la part des stakeholders qui se contentent d'un OK, Rizwan, il faut améliorer. Et tout ça, en fait, ça conduit à quoi? Ben, ça conduit à des fails, des fails et des fails. Et honnêtement, j'ai pas honte de le dire, on a fait beaucoup d'erreurs. On a même carrément sorti des features qui étaient inutiles et abandonnées bah, par la suite, à mon plus grand regret. Oui, c'est dramatique, mais c'était le cas. Alors voilà, voilà où ça nous a mené. Ça c'est nous. Bah, on rame et on rame à ce moment-là. Les data scientists, ils vont mettre la faute sur les stakeholders et les stakeholders vont mettre la faute sur les algorithmes. Et on tourne en rond. Et moi, vous imaginez, bah, je suis au milieu de tout ça, forcément pas très à l'aise. Mais finalement, on ressort quand même du positif, bah, j'apprends beaucoup, vraiment, vraiment beaucoup. Et là, à ce moment-là, je commence à saisir en fait comment le data scientist fonctionne, comment l'engin data scientist est conçu et quel type de carburant il lui faut. D'ailleurs, bah, on va faire une petite parenthèse sur c'est quoi un data scientist chez DSMAC, quel est son rôle et jusqu'à où il va. On va prendre quelques minutes. Alors, le rôle du data scientist, il peut changer selon les entreprises. Il peut couvrir donc plus ou moins différents scopes. C'est pour ça qu'on va parler du rôle du data scientist chez DSMAC que je connais bien. Les missions du DS sont les suivantes. Donc, premièrement, il va faire de la veille technologique. Donc, il va s'intéresser à des modèles data science qui sont déjà existants. Il va aller checker les news concernant la data science. Il va prendre du temps sur des slots qui lui sont dédiés pour faire de la R&D. Une grosse partie de son travail également, ça va être de créer des nouveaux POC. Donc, POC égale preuve de concept pour créer des nouveaux algorithmes. Il a plein d'outils à sa disposition pour le faire, des maths, des statistiques, du développement informatique, différents champs d'application, de la NLP qui sera utilisée pour tout ce qui est analyse de texte, computer vision qui sera utilisé pour tout ce qui est analyse d'image ou de son, et time series pour tout ce qui est prédiction dans le futur. Les types d'algorithmes utilisés peuvent être donc supervisés ou non supervisés. Alors supervisé, c'est quoi? C'est qu'on va apprendre en fait à partir l'algorithme va apprendre à partir d'une vérité connue. Et non supervisé, bah, l'algorithme il va apprendre à partir des données qu'il a pour en extraire des patterns. Le rôle du data scientist, ça va être aussi de pré-industrialiser. Donc pour pré-industrialiser un algorithme, donc le rendre disponible au final en base de données, qu'est-ce qu'on va faire? Enfin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va déjà designer la solution finale en collaboration avec les back-end, les data engineers, les database architectes. Il va préparer aussi le POC en termes de code pour qu'il puisse être industrialisé. Et il va écrire aussi la documentation technique très importante. C'est pas fini. Il faut bien sûr qu'il soit garant de la performance de son algorithme au fur et à mesure du temps, qu'il l'itère pour l'améliorer et qu'il puisse le maintenir. Si on revient à nos moutons, après tous ces fails, je me dis, bah stop, il faut qu'on arrête, qu'on reprenne tout à zéro. Et ça tombe bien. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, mon prochain projet sur lequel je dois travailler, c'est la création d'un nouvel algorithme from scratch. Et là, en fait, j'ai envie de tout rebâtir, créer des fondations cette fois-ci solides. Sinon, bah, on va encore se tirer une balle dans le pied. Et franchement, c'est plus possible. Alors pour ça, je reprends tout à zéro. Premièrement, je me forme sur tout le process, depuis la création d'un algorithme jusqu'à son application sur l'interface, son affichage sur l'interface. Donc, je check tout ce qui concerne l'industrialisation, travaille avec les data engineers, qu'est-ce que c'est un cloud engineer, etc., etc. Je lis aussi la documentation sur d'autres algos qui ont été créés, à la fois en interne, mais aussi en externe. Je prends beaucoup de temps pour discuter avec les data scientists, pour bien comprendre leurs besoins, comment ils veulent travailler. Et enfin, très important, et c'est ça la force du succès des différents algorithmes que j'ai pu créer avec mon équipe, c'est vraiment d'avoir adapté, d'avoir changé la gestion de projet pour l'adapter aux data scientists.
Pourquoi? Parce que oui, un data scientist ne travaille pas comme un développeur et je vais revenir dessus par la suite, c'est un point qui est important. On verra ça ensemble. Donc là, vous allez me dire, Rizwan, stop le storytelling. On veut un exemple concret. Et je vais vous répondre, ben, OK, c'est parti. On va parler de la feature Rising Star. Alors, avec ce projet, en vous montrant ce use case concret, j'ai envie de vous montrer plusieurs choses. Premièrement, la force de la data science. Deuxièmement, la force de la collaboration PM data scientist pour créer des choses intéressantes. Et enfin, comment personnellement, moi, avec mon équipe de data scientist, je crée des projets étape par étape pour que ça soit un succès. Du moins, pour avoir les plus grandes chances d'obtenir quelque chose à succès. Et bien sûr, tout ça après avoir appris de toutes mes erreurs. Allez, on commence avec un peu de contexte. Donc, comme je vous l'ai dit au début, chez Delismac, on fait deux choses. Un, créer de la vidéo et deux, aider des créateurs. Mais concrètement, sur aider les créateurs, qu'est-ce que ça veut dire aider les créateurs? Alors, je vais prendre un exemple simple et je vais l'utiliser pour le reste de la présentation car il est assez simple à comprendre. Donc, c'est de YouTube à Facebook. Alors, faire du YouTube, c'est un métier. Facebook, c'est un autre métier. Pourquoi? Parce que le format des vidéos, il est différent. Par exemple, sur YouTube, c'est du 16 neuvième. La durée des vidéos est différente. Le type de montage des vidéos est différent. Ce ne sont pas les mêmes audiences également qui vont regarder YouTube et Facebook. Moi, personnellement, je vais regarder YouTube plus pour des tutoriels ou faire du sport chez moi. Et Facebook, ça va être plus dans les transports, par exemple. Bref, de manière générale, en fait, un YouTuber ne sait faire que du YouTube. Et le rôle de Jelly justement, c'est grâce à la data, on va venir l'aider à atteindre son potentiel maximum sur les différents réseaux sociaux. Mais avant de pouvoir l'aider, la première étape, bien sûr, c'est de détecter en fait les créateurs les plus prometteurs parmi des tonnes et des tonnes de créateurs. Il y a par exemple moi qui va poster une vidéo tous les 50 ans et d'autres dont c'est le métier de produire et de fabriquer la vidéo. Et parmi tous ces créateurs, finalement, lesquels sont intéressants parmi ces tonnes de créateurs? Justement, chez JellySmack, on a créé un outil interne dédié à la détection de créateurs. Cet outil s'appelle JellyPulse. L'outil va permettre de détecter les créateurs intéressants, mais également d'évaluer leur potentiel pour notre business. Et c'est la force de cet outil. Et moi, donc, je suis en charge de ce produit avec mon équipe et de ses features. Un jour, je discutais avec Swan. Swan, qui est cofondateur donc, de JellySmack. Et Swan, en fait, il a un certain don, un certain talent pour réussir à renifler, à dénicher des pépites. Et ce jour-là, en fait, il me dit, Rizwan, les créateurs les plus intéressants pour nous ne sont pas les plus gros sur YouTube, avec déjà des millions d'abonnés. On doit se concentrer sur les plus petits, mais qui ont un fort potentiel. C'est pour ça que j'essaie de trouver des rising stars. Donc, c'est ce qu'il me dit à l'époque. Donc, à ce moment-là, en fait, l'idée de détection des rising stars est née. Et là, je commence le rôle classique d'idéation que vous connaissez du product manager. Donc, stratégie, inspiration, concept, design, etc. Bien entendu, pendant ce cycle, en fait, j'en discute avec mon équipe. Et quand j'en discute avec mon équipe, Jean-Jacques, qui est l'un des data scientists, qui était l'un des data scientists de mon équipe, me dit à ce moment-là, donc je cite, il me dit, Rizwan, on devrait utiliser la data science pour prédire comment les créateurs vont performer dans le temps pour détecter les rising stars. Et je dis, OK, mais prédire quoi? À ce stade, c'est encore trop flou car la notion de rising star n'est pas binaire. C'est pas rouge ou bleu. C'est bien plus subjectif. Et du coup, on a bossé pour éclaircir tout ça. Je vous passe les détails. Mais finalement, après plusieurs ateliers avec les stakeholders, on est parvenu à tous les aligner, ça n'a pas été facile, et obtenir la définition suivante. Donc, les rising stars sont de petits créateurs qui ont un potentiel de croissance de revenus conséquent sur les 6 prochains mois. Vous noterez que dans cette phrase que vous voyez à l'écran, il y a encore beaucoup d'inconnus dans cette définition-là. C'est normal, step by step, comme je dis très souvent, on va y arriver, mais une chose après l'autre. Déjà, on y voit de plus en plus clair, c'est déjà ça. Bon, maintenant, au boulot. Rentrons dans le concret. On va laisser faire le data scientist faire sa magie à ce moment-là. Mais pour ne pas refaire les mêmes erreurs qu'avant et ayant appris de tout ça, on va revoir le process de gestion de projet.
Donc 4 étapes claires et des jalons qu'on va mettre à chacune des étapes. Première étape, définition de la target, qu'est-ce qu'on veut obtenir. Deuxième étape, investigation pour éclaircir les doutes. Troisième étape, on va créer le ou les POC. J'ai mis un S volontaire à POC, il peut y en avoir plusieurs. Et enfin, on va évaluer ces POC. Rentrons dans le détail. Première étape, la définition d'un KPI et d'une target atteignable. C'est vraiment le fil conducteur. Sans ça, vous avancez à l'aveugle et le data scientist, il ne sait même pas où il va. Donc moi, je le définis toujours, c'est un conseil personnel, je le définis toujours avec le data scientist pour l'impliquer. Pour notre projet Rising Star, le KPI est le suivant. Donc 80% des créateurs considérés comme Rising Star par l'algorithme doivent être des Rising Stars. Deuxième étape, l'investigation. Donc l'investigation, c'est pour moi l'étape la plus importante. Donc déjà, elle permet de clarifier les doutes, clarifier les besoins. Pour cela, je vais toujours en fait inviter le data scientist concerné par ce travail aux ateliers avec les stakeholders pour avoir finalement son avis, débattre, échanger et discuter avec lui. Pour notre projet Rising Star, on a éclairci les zones d'ombre suivantes. Donc, comme vous voyez sur la slide, qu'est-ce qu'un petit créateur? Nous avons défini, il faut s'accrocher un petit peu, nous avons défini en fait le revenu mensuel maximum d'un créateur pour lequel Jelly Smack est en mesure de le faire croître de manière significative. Si plus que cette limite, le créateur n'est plus petit. Enfin, c'est plus un petit créateur, donc il n'est plus éligible pour être une Rising Star. Comment peut-on maintenant estimer le revenu d'un créateur sur YouTube si on n'a pas l'info? Bien sûr, on n'a pas les données privées de YouTube. Donc en fait, on va réussir à le faire en utilisant les données acquises par nos propres chaînes, donc la vingtaine de chaînes dont je vous ai parlé, la vingtaine de thématiques, et également les données de nos créateurs partenaires. Et grâce à ça, on est en mesure d'estimer les revenus sur YouTube. Maintenant, comment peut-on prédire les revenus d'un créateur dans le futur? Ça va être en utilisant des modèles de prédiction qui sont déjà existants et qu'on appelle en général des time series. Et en se basant en fait sur la performance passée des créateurs, on peut prédire le futur. Mais l'étape d'investigation, elle permet également de ne pas réinventer la roue et observer ce qui existe déjà, à la fois en interne. Donc le data scientist, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller discuter avec ses homologues en interne. Il va checker si dans la documentation interne, il y a déjà des algorithmes similaires qui ont déjà été créés. Et en externe, il va aller bien sûr regarder sur le web, regarder la littérature scientifique et également poser des questions peut-être sur des forums. Ça ne sert à rien de réinventer la roue. Allez, là, maintenant, le data scientist, il va mettre les mains dans le code et c'est généralement l'étape qu'il préfère, l'étape qu'il attend impatient. Il faut savoir que pour ce faire, le data scientist, comme je dis tout à l'heure, il ne va pas opérer comme un développeur. Et en tant que PM, il faut en être conscient pour s'y adapter. Si on ne s'y adapte pas, ça risque d'être compliqué pour la suite. Concrètement, ça veut dire quoi? Pour créer un POC, que va faire le data scientist? C'est là où c'est intéressant. Premièrement, il va explorer les données à sa disposition. Il va cleaner ces données. Il va ensuite tenter de faire sa magie, comme je le dis souvent, donc tenter plusieurs formules magiques, explorer différentes solutions. Et là, il va enfin me suggérer des solutions différentes. Donc parfois, le data scientist peut même proposer des solutions auxquelles on n'aurait même pas pensé, que ce soit nous-mêmes, que ce soit les stakeholders, le business. Et en fait, c'est vraiment ça la force du data scientist. À la différence d'un développeur qui va tenter plutôt de respecter les spécifications. Peut-être qu'il va négocier avec vous, il va discuter avec vous, le développeur, mais data scientist va vraiment suggérer des choses qui vraiment ne nous viennent même pas à l'esprit. C'est vraiment ça sa force. Puis, à chaque fois qu'il est assez avancé, en fait, on va faire un point ensemble pour débattre, pour que je puisse donner mon avis, peut-être mon avis sur, par exemple, les datas utilisées avec mon point de vue business, mon point de vue, enfin, ma connaissance métier. Et enfin, quand il est assez avancé, encore une fois, il va me montrer sur sa machine directement, il va m'ouvrir son notebook avec ses résultats en live et on va débattre pour finalement retenir la meilleure solution. On va faire plein d'essais. On itère comme ça. Il faut savoir aussi, garder ça en tête, c'est important, que plusieurs POC peuvent être nécessaires et que parfois, on n'arrive pas en fait à atteindre
notre target qu'on avait fixé à la première étape, donc le fameux KPI. Et quand c'est le cas, ça peut être dur, il faut savoir rebondir autrement, par exemple en tentant d'autres POC si on a assez de temps, voire même parfois killer le projet. Et si on kill le projet, il faut être prêt à l'annoncer aux stakeholders et savoir l'annoncer, en fait, donner les bonnes raisons. Revenons à notre POC Rising Star. Donc à ce stade, en fait, le POC a été créé par Jean-Jacques, notre data scientist, et voici comment il a procédé. Donc, à partir des vues mensuelles sur YouTube, on est en mesure maintenant, comme je disais tout à l'heure, d'estimer les revenus d'un créateur sur YouTube. Ça, c'est la première étape. Une fois qu'on a ça en main, donc pour rappel, on a fixé une limite maximum. Cette limite, en fait, correspond au revenu maximum d'un créateur jusqu'auquel Jelly Smack peut significativement faire croître ses revenus. Et connaissant le revenu estimé du créateur sur YouTube, qu'on a calculé à l'étape juste avant, on va évaluer s'il est bien en dessous de cette limite. Sinon, il est pas éligible pour être une Rising Star. Donc là, on teste l'éligibilité pour être Rising Star. Et enfin, basé sur la performance passée du créateur, on va prédire ses revenus sur les 6 prochains mois. Si cette croissance est assez significative, le modèle qu'on construit considérera du coup le créateur comme étant une Rising Star. Ah oui, je sais, je pense que c'est un petit peu de technique à ce stade-là. J'espère que vous arrivez à me suivre. Mais passons à l'étape la plus intéressante et qu'en tant que PM, en fait, on attend généralement avec impatience. Cette étape, c'est quoi? C'est l'étape d'évaluation. C'est le moment d'évaluer le POC. Et pour cette feature Rising Star, en fait, on l'a fait en 2 étapes. Premièrement, nous avons évalué le modèle de prédiction de revenus. Parce que on a utilisé un modèle existant, on voulait être sûr de pouvoir lui faire confiance. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris donc 200 000 créateurs en base de données qu'on avait. On est remonté le temps 6 mois avant. On a fait tourner notre modèle de prédiction 6 mois pour les 6 prochains mois, donc on revient à date. Vous l'avez bien compris. Et à date, on va comparer les revenus prédits avec la réalité. La réalité étant les revenus qu'on estime basés sur les vues, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On a mené cette évaluation. Qu'est-ce qu'on a obtenu? 85% de précision sur la prédiction. Notre target qu'on avait fixé était de 80%. Donc là, on peut faire confiance à ce modèle de prédiction. Deuxièmement, nous avons évalué si notre KPI défini en toute première étape a été atteint. Et pour cela, comment on a mené cette évaluation? Pareil, on a pris un échantillon de créateurs en base de données. Volontairement, on a mélangé dans cet échantillon des créateurs qualifiés comme Rising Star par le POC, par notre modèle, et d'autres qui ne l'étaient pas. On a donné aux évaluateurs, aux stakeholders, toutes les métriques possibles pour leur permettre d'évaluer la performance d'un créateur, et finalement, on leur a demandé d'évaluer quel créateur était une Rising Star et lequel ne l'était pas. On a comparé donc les résultats entre décision humaine et algorithme. Et qu'est-ce qu'on obtient? Qu'est-ce qu'on a obtenu du coup? Suspense. On a obtenu 82% de précision. Target était de 80%. Là, on peut dire victoire. On y est. Nous, bien sûr, à ce moment-là, c'est des cris, de la joie. J'en rajoute un peu. Mais on y était. On était très, très satisfait, très content. Mais c'est pas fini. C'est pas fini parce qu'il faut maintenant présenter et pitcher le projet aux stakeholders. Pour ce faire, qu'est-ce que je fais de manière générale, de manière même constamment? Je vais toujours en fait convier le data scientist pour, premièrement, l'impliquer. Deuxièmement, qu'il mette en avant son travail et qu'il éclaircisse des éventuels doutes. Alors, je vais toujours, en fait, en général, au moment de présenter, préparer la présentation avec lui, donc préparer les slides avec lui. Pourquoi? Parce qu'ils ont tendance en général à rentrer très rapidement dans le technique. Le but est de vulgariser. On parle à des non-tech en général. Donc, on va vulgariser un maximum, mais aussi être transparent un maximum. Il faut jouer entre les deux. Il faut savoir également que de base, en fait, les personnes qui sont non-tech se méfient des algorithmes. Il faut donc être très précis dans notre discours et donner en fait des chiffres clés pour montrer la puissance, la force de notre travail et mettre en avant les avantages d'utiliser la data science. Alors, je vous passe les détails de cette présentation, mais là, on était très content parce que ça a été un go, un holà en fait. Donc, au vu des chiffres,
Les stakeholders étaient très ravis. On pouvait souffler à ce moment-là et enfin passer à la suite. La suite, c'est quoi? Premièrement, écrire de la documentation technique. Je pense que mon équipe, elle doit être fatiguée à force que je leur répète écris de la doc, écris de la doc, écris de la doc, mais c'est très important, ils l'ont compris à plusieurs reprises. C'est très important, pourquoi? Parce que demain ou même dans un an, vous avez un autre data scientist qui reprend le sujet, tout est écrit noir sur blanc. Si on veut améliorer dans quelques mois l'algo, tout est écrit noir sur blanc. Donc tout ça, c'est très important, la documentation. Deuxième partie, on va passer à l'étape d'industrialisation de l'algorithme pour rendre les résultats disponibles en base de données. On va travailler le back-end et le front-end. Là, très important, j'insiste, avant de commencer à créer un algorithme, il est clé, mais vraiment clé, oups, pardon, il est vraiment clé en fait de savoir où et comment l'output donc de cet algorithme va s'insérer sur le produit. Il faut en fait déjà réaliser, c'est notre travail en tant que PM, de réaliser des wireframes en amont, en collaboration avec les designers si besoin. Il faut communiquer ces wireframes aux data scientists. Pourquoi? Pour qu'ils puissent en fait savoir et prévoir quelles données il doit sortir en output de son algo pour les donner au back-end et que le front-end puisse les afficher sur l'interface. Ici, sur l'interface, l'UI et l'UX sont cruciaux. Pourquoi? Parce que quand les users voient une feature sur un produit qui est calculé par une machine, c'est naturel, bah, ils se méfient. Moi-même, je me méfierais. Il faut donc les rassurer, être hyper clair et transparent sur le fonctionnement de l'algorithme directement sur le produit. Mais bien entendu, sans les embrouiller. On peut vite les embrouiller si on rentre dans le technique. Donc, il faut toujours bien jouer entre vulgariser et être transparent. Moi, par exemple, ce que j'aime beaucoup, c'est la notion de niveau de confiance. Donc, quand on donne un résultat d'un algorithme, on va donner la note de confiance et le user va s'en appuyer pour savoir, OK, est-ce qu'elle est fiable ou est-ce qu'elle n'est pas fiable? Ça marche plutôt bien, de manière générale. Ensuite, dernière étape, donc la feature, elle est ensuite disponible sur le produit, mais c'est pas complètement fini. Pourquoi? Parce qu'il faut maintenant suivre la performance au fur et à mesure du temps, itérer, améliorer cet algorithme, améliorer peut-être l'affichage pour mieux expliquer aux utilisateurs. Et tout ça permet en fait de ne pas laisser mourir l'algorithme. On arrive vers la fin. Je vais vous donner donc quelques pro tips. Premièrement, toujours challenger les data scientists, surtout au départ quand ils ne vous connaissent pas. Alors, pour ce faire, il faut donc rentrer vraiment, mettre la tête dans les formules, essayer de comprendre avec eux. Ils vont souvent vite vous embrouiller, vous allez voir au départ, avec des termes techniques, mais non, il faut pas lâcher, il faut comprendre chacun des termes. Comprendre pourquoi tu utilises tel terme, est-ce qu'il y a vraiment un besoin business? Première chose. Ensuite, il faut être en mesure de suggérer la data science. La data science n'est pas innée. Faire de la prédiction, par exemple, n'est pas inné. Faire du NLP n'est pas inné. Donc, ça, il faut pouvoir le suggérer aux stakeholders. Donc, si besoin, utilisez votre équipe de data scientists pour suggérer des choses intéressantes auxquelles vous-même, vous n'aurez même pas pensé. Très important, toujours travailler avec des étapes claires, avec des jalons à chacune des étapes. Pourquoi? Parce que sinon, on s'y perd, on avance à l'aveugle, on ne sait pas si on répond à chacune des étapes, si on peut passer à l'étape suivante. Et ça aide aussi les data scientists de savoir où ils en sont, est-ce que leur travail avance ou pas. Et ça évite aussi l'effet tunnel, hein, parce que vous pouvez dire à un data scientist, OK, crée l'algorithme, et pendant 3 mois, 4 mois, vous ne savez pas ce qu'il fait. Alors que là, si vous avez des jalons, vous travaillez de manière collaborative avec lui, vous savez où ça en est et comment ça avance. KPI, bien sûr, je l'ai mis 3 fois volontairement, ultra important. C'est vraiment le fil conducteur de votre projet. Si vous validez pas votre KPI, soit vous killez le projet, soit vous faites d'autres POC tant que vous n'avez pas atteint ce KPI. Bien sûr, il faut savoir être souple. Si vous atteignez votre KPI, votre target est à 80%, vous êtes à 70%, vous allez en discuter, voir, OK, est-ce que ça fait sens ou pas? Toujours impliquer les data scientists, que ce soit dans les ateliers avec les stakeholders, que ce soit dans la présentation des résultats, il faut toujours les impliquer. Pourquoi? Parce que lui-même, derrière, aura envie de le maintenir, d'itérer, de suggérer des solutions pour l'améliorer par la suite. Très important. Toujours penser à quel sera l'impact de l'algorithme sur l'interface. Moi, ça m'est déjà arrivé. On a créé un algorithme, on voulait le créer, on n'avait pas pensé à l'application sur l'interface. On s'est retrouvé avec l'algorithme dans les bras, dans les mains. OK, comment on l'affiche maintenant? On était bloqués. Pourquoi? Parce que le data scientist, il n'avait pas prévu parce qu'on avait besoin d'afficher sur le front. Typiquement, le niveau de confiance. Donc, on a perdu du temps, etc., etc.
Communiquez toujours avec vos utilisateurs, s'ils sont internes, avec même peut-être s'ils sont externes, avec vos stakeholders sur la performance des algorithmes, sur le fait qu'un algorithme vient de sortir, que vous l'avez amélioré, quel est son KPI que vous avez atteint. Très important de communiquer de manière transparente, mais aussi vulgariser un maximum. Donc, jongler entre les deux en permanence. Et enfin, rassurer les utilisateurs. Pour eux, la data science n'est pas innée. Un algorithme, de base, ils vont se méfier de l'algorithme. Donc, il faut faire attention et les rassurer avec, par exemple, un niveau de confiance ou avec une modale bien explicative de comment fonctionne l'algo, étape par étape, sans trop les embrouiller, bien sûr. Ça va de soi. Je vais finir avec un petit clin d'œil à Benoît Terpereau, qui est VP Product chez Deezer. Donc, il avait dit en fait durant un webinar avec Weevoo, Always put passion on what you do. Et pour moi, bah, c'est un message qui est fort, qui peut paraître très banal, mais qui prend tout son sens en fait quand on le vit. Merci à tous pour votre attention. Merci encore à Weevoo pour m'avoir laissé la chance de m'exprimer. J'espère avoir donné envie à certains de plus exploiter la data science de leur projet dans leur feature. Et sachez pour terminer que chez JSMAC, pardon, on recrute des product managers pour prendre en main plusieurs scopes et en full remote. Donc, vous pouvez, comme moi, être à Marseille, au soleil et partir en bord de mer après une bonne journée de boulot pour se ressourcer. Vous avez Terrible. mon LinkedIn ici, vous pouvez me contacter. Je vais devoir partir. Allez, ciao tout le monde, oui vous. Non, mais trop cool. Bah, merci beaucoup, Rizwan, bah, pour la petite presse. D'ailleurs, on a pas mal de questions. Déjà, gros merci à OIMAT qui a offert un abonnement à Maverick. Donc, trop, trop cool. Merci infiniment. Merci Percantes pour bah, les petits retours. On va faire un peu plus attention sur le meetup, justement. On a Reb qui te demande, bah, en fait, comment est-ce que tu mesures le potentiel d'un créateur? Est-ce que c'est que par rapport aux revenus, comme tu l'as dit? Ou est-ce que, par exemple, c'est par rapport au nombre de contenus produits, aux followers, au watch time? Je sais pas si on peut le voir de l'extérieur. Est-ce que c'est le pic de croissance? En fait, est-ce qu'il y a des indicateurs outre le nombre de vues que vous regardez pour définir qu'un potentiel, enfin, un créateur a un gros potentiel ou justement il va finir comme moi, du coup, comme YouTuber? Alors oui, très très bonne question. Pour ce faire, on va utiliser plusieurs choses. Déjà, la donnée privée de YouTube. Donc, je prends l'exemple simple encore une fois, YouTube to Facebook. Donc, on va évaluer le potentiel d'un créateur from YouTube pour Mhm. passer sur Facebook. Donc, bien sûr, on va utiliser les données publiques qu'on a du créateur sur YouTube via l'API YouTube. On fait plein de petits calculs, on utilise les métriques les plus représentatives de la performance d'un créateur pour nous. Et on va également tester le créateur. Quel est son On va donc lancer des tests sur Facebook pour évaluer en fait le potentiel du créateur sur Facebook. Et en combinant tout ça, en faisant une petite sauce magique, je ne peux pas tout révéler, vous Non, imaginez non, bien, ouais. on arrive à estimer du coup le potentiel d'un créateur. Ok. Trop cool. Il y a quelques personnes aussi qui te remercient. Alix, Artidor, Maverick, Maeva. Justement, on a Artidor et peut-être que ça va donner une petite discussion. D'ailleurs, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Le but, c'est vraiment bah, qu'on parte un petit peu bah, en format discussion, justement, suite à cette presse. Quel niveau de connaissance algorithmique une PM doit maîtriser pour guider justement les data scientists dans leurs investigations? Est-ce que tu as besoin d'avoir un bac S, un maths spé plus une licence et un master informatique et mathématiques du coup, enfin, du coup comme moi, Alors, ou pas besoin de ça? Comment tu te situes par rapport à ça? alors moi, je l'avais pas. Ok, Donc oui, j'ai un bac S forcément, mais j'ai ouais. pas une licence master spécialisée en Forcément, maths. c'est terrible pour les bacs Euh, ES, c'est terrible. mais j'ai envie de dire, c'est une force. C'est une force parce on arrive en fait avec un œil tout neuf. Ok, Ok, donc on va pas rentrer et foncer dans chacun des paramètres de la formule pour essayer de tout comprendre, limite dire au data scientist son boulot et qu'est-ce qu'il doit faire. Non, au contraire, on arrive avec un œil qui est tout neuf, avec des idées plutôt business, des besoins métiers et justement, c'est ça qui va être intéressant. Donc la connaissance, non, vous allez l'apprendre. Appuyez-vous sur vos data scientists pour apprendre ce que c'est le NLP, pardon, pour apprendre ce que c'est computer vision, time series. Moi, je l'ai appris avec eux, j'ai grandi avec eux dans le monde de la data science.
Euh, donc, pas besoin de connaissances poussées. En revanche, c'est vraiment comment vous collaborez avec eux qui est très important. Donc, lui, son expertise au data scientist, c'est la data science. Toi, c'est ton expertise métier et ta connaissance des besoins métiers. C'est vraiment cette collaboration qui va être puissante. Après, tu vois, on dit souvent d'un PM, ok, bah, va challenger tes tech, tes développeurs, même si t'es pas développeur, de savoir si on essaie de te build, si on essaie de faire les choses mal. Du coup, est-ce que tu as cette compétence justement pour challenger un data scientist ou pas du tout? Alors, euh, je sais globalement les termes. Donc, quand il va me dire, OK, Reason, on va faire un recommandeur système, on va faire du time series, on va faire du NLP. Je sais en quoi ça consiste. Il va même Hmm. m'expliquer. Je vais lui demander de m'expliquer clairement comment ça fonctionne pour que je puisse le challenger. Mais je m'appuie sur lui pour qu'il me l'explique. Ok. Je vais Du pas lui dire, coup, envoie-moi la dot technique, je vais la lire, je vais tout comprendre. C'est pas le cas. non, pas tout comprendre, mais tu vas comprendre, en tout cas, grande maille, tu vois, comme quand tu Bien regardes sûr. une infra et tu vois à peu près globalement comment Voilà. ça fonctionne, les différentes flux de données entre. C'est ça. C'est très bizarre, ma caméra. Et ok, du Donc, coup, et pour te répondre, du coup, comprendre, ça s'apprend, en fait. Comprendre la data science, ça s'apprend ok. petit à petit. D'ailleurs, il y a Artidor qui dit ici Bakel représente. Bah, bien joué à toi. Du coup, il y en a très peu, je pense, des Bakel qui sont product managers. Et moi, je vais te poser une question et après, je reviendrai sur les questions du chat. Mais est-ce que du coup, pour toi, ça fait de toi un PM data ou est-ce que ça fait ça fait de toi toujours un PM, enfin un lead PM du coup maintenant, mais à l'époque, en tout cas, un POPM qui a juste une toute petite appétence data et qu'importe en fait que tu travailles avec un data scientist, un développeur ou autre ou n'importe quel produit, finalement, en fait, tu as juste une connaissance un petit peu supérieure sur la data par rapport à d'autres PM ou est-ce que tu as vraiment une spécialité pour toi, une spécialisation hyper forte sur la donnée et sur la data, de sens peut-être un peu plus large, big data et ainsi de suite? Ouais, très, très, très bonne question. Donc, ça fait 2 ans maintenant que j'ai commencé step by step à Ouais, rentrer dans ce monde-là. Et complètement. honnêtement, toutes les erreurs que j'ai fait, toute l'expérience que j'en ai dégagée, elle s'est construite petit à petit. Donc, aujourd'hui, je pense que j'ai vraiment développé un pan qui est PM Mm. data, qui me permet aujourd'hui d'être opérationnel dans, dans plein d'applications différentes. Ok. Voilà. Donc, je pense que oui, clairement, aujourd'hui, je peux dire que je suis un PM data. Et parce que tu vois, là, par exemple, nous, on se pose ce genre de questions, bah, justement, est-ce que il y a des nouvelles verticales qui sont en train d'être créées, tu vois, au sein des PM, tu vois, tu as Product Ops, tu as Product Designer. Là, est-ce que PM Data, pour toi, c'est aussi vraiment finalement une verticale ou est-ce que tous les PM peuvent venir data? Comment tu vois est-ce qu'il y a Alors, est-ce que c'est scindé? Est-ce que c'est pas scindé? Comment tu le vois là-dessus? alors oui, PM data pour moi c'est une verticale c'est réel, hein. C'est vraiment un Euh, truc à part. C'est pas PM et enfin tous les PM sont PM data, c'est vraiment PM data. de base non, Ok, de base non. trop quoi. Pour répondre à ta question, tous les PM peuvent devenir PM data, oui, mais ça prend du temps. Donc il faut jongler entre prendre le temps de former la personne sur cet aspect data ou prendre quelqu'un qui est déjà opérationnel. Ok, trop cool. Voilà. Et ok. Et ben justement, donc si tu dois Artidor qui nous dit, donc si tu dois challenger TDS, c'est via des besoins et des problématiques produits. Là, tu les challenges vraiment que sur la partie product, pas sur la partie data science, algorithmie, ou simplement à part quand ils t'expliquent globalement ce qu'ils aimeraient mettre en place. Toi, c'est plutôt, tu arrives au niveau du POC où ils t'arrivent avec des résultats, et là, tu challenges sur les résultats, en tout cas, pour dire, on va plutôt sur cet algorithme que cet algorithme. C'est ça? Oui, c'est ça. Je vais prendre un exemple pour répondre à la question. Là, on est en train d'envisager de construire un système de recommandation de créateurs basé sur le comportement de nos utilisateurs. Donc, tel type d'utilisateur regarde en général plus tel type de créateur sur tel type de créateur de vidéos. On veut leur faire de la recommandation basée sur leur comportement. J'ai mené un atelier justement avec les data scientists la semaine dernière. Euh, Tout le monde suggérait des choses très intéressantes. Moi, je suis arrivé en fait avec mon point de vue, connaissance de mon produit, du comportement de mes utilisateurs, et je leur ai suggéré des données en input qu'ils pouvaient utiliser pour leur algorithme auxquels ils n'avaient même pas pensé. Et donc là, la collaboration, encore une fois, elle est mise en avant. Ok, Donc chacun arrive avec son expertise. trop cool. Donc je peux les challenger sur également les inputs de leur algo, Hmm. ou en plus des outputs. Trop cool. Il y a Oimat tu parlais de doc tout à l'heure, qui disait, tiens, j'ai dû dire 3 fois cette semaine, il faut écrire de la doc, et il a dû passer 2 heures à en faire.
Depuis lundi, donc bah, rip à toi, Matt. Mais c'est Pas important. mais c'est important. C'est ça qui est cool. On a Artidor qui te dit, qui te pose la question. Bah, Maverick, il nous fait plein de petits cœurs, donc plein de petits cœurs pour toi, Maverick. Artidor qui te dit, chez Jelly, vous recrutez principalement des PM pour des scopes data justement, ou est-ce que vous avez des PM en fait finalement aussi des PM plus classiques, classico-classiques? Alors, de manière générale, dans 95% de nos aspects, de nos scopes métiers, on utilise de la data. C'est vraiment la force de JSMAC aujourd'hui, hein, Ok, ce qui fait ce qu'on est devenu. Euh, Après, il se peut, je sais pas, j'ai pas envie de dire de bêtises aujourd'hui, mais en tout cas, on est ouvert complètement à former un PM sur cet aspect data. Il ok. n'y a pas de souci. Mais c'est quand même beaucoup plus orienté sur cet aspect data dans tous les cas. C'est ça. Mais c'est pas un critère absolu de recrutement d'un PM chez nous Ouais, aujourd'hui c'est ça. qu'il ait fait de la Vous data. les faites monter en compétences. C'est ça, Trop cool. complètement. Alors, on commence à avoir plein de questions, donc c'est trop cool. Justement, on a Aurélie, Aurélier, du coup, désolé pour la prononciation du pseudo, j'ai pas mes lunettes, qui demande justement comment est-ce que tu fais pour animer des sprints pas trop longs, avoir des tickets petits sur des sujets qui sont quand même assez longs. En gros, vous êtes beaucoup, je pense, dans de la phase de discovery, tu vois, il y a des choses bah, qui n'existent pas ailleurs. Donc là, c'est vraiment de la R&D pure et dure. Comment est-ce que vous faites pour est-ce que vous avez des sprints? Est-ce que vous êtes en Kanban? Est-ce que vous êtes en Scrumban? Comment vous organisez au jour le jour? Alors, excellente question. Comme je disais tout à l'heure, il faut adapter la gestion de projet en intégrant la data science. Donc, très, très bonne question. On a itéré plein de fois avec l'équipe. Aujourd'hui, donc moi, le meilleur moyen que j'ai trouvé, donc j'ai parlé des étapes tout à l'heure pendant la presse, le meilleur moyen que j'ai trouvé, c'est la chose suivante. Donc, je crée toujours 3 tickets différents pour un, un nouvel algorithme data science. Ok. Le premier ticket, ça va être le ticket d'investigation. Là, je Mhm. vais lui laisser le temps. On travaille en sprint, hein, pour info, on travaille Ok. en Scrum. Donc, le ticket d'investigation, il va prendre un sprint, voire deux en général, selon Ok. la taille de l'investigation. Ensuite, il y a le ticket qui sera création du POC. Pareil, un sprint ou deux. On est sur un format de 2 semaines pardon, par sprint, je ne l'ai pas dit. Un sprint ou deux pour la création du POC. Il y a enfin l'évaluation du POC qui va prendre un sprint. Et donc ça, c'est terminé. Pour le POC est créé, le POC est évalué, le POC est validé. Et enfin, il y a la partie pré-industrialisation. Donc, il prépare le POC à l'industrialisation et ensuite, c'est la partie infra qui prend le relais. Cool. D'ailleurs, dans le chat, est-ce que vous, ça vous intéresserait de passer de product manager, si vous l'êtes bien sûr, à product manager data, justement, est-ce que c'est quelque chose qui vous tente dans le futur de passer d'un à l'autre? Et tu disais justement dans t'as 3 tickets, du coup, le premier justement c'est ton investigation. Est-ce que vous mettez des time box pour vous dire à un moment donné, ben, on va pas passer non plus 10 sprints à faire ça. En fait, s'il n'y a pas de solution, il n'y a peut-être pas de solution à l'instant T parce que enfin, techniquement ou n'importe quoi, là c'est pas possible. Ou est-ce que vous laissez justement divaguer de sprint en sprint et vous retrouvez peut-être dans des effets de tunnel? Bien sûr, complètement, c'est important. En général, si on crée un ticket investigation et on le laisse dans le sprint comme ça, sans critères d'acceptance, j'ai envie de dire, à l'intérieur de ce ticket, bah, à la fin du sprint, on va se retrouver, il y aura pas grand-chose qui sera fait à Mm. part un peu de recherche et observer ce qui s'est passé ailleurs. Non, il faut mettre dedans des critères d'acceptance clairs, c'est-à-dire, OK, à la fin de la première semaine de sprint, il faudrait qu'on fasse le point ensemble de tout ce que tu as trouvé qui existait en termes de modèle data science, ou peut-être que tu as éclairci tous les besoins avec tes collègues, est-ce que des algorithmes sont déjà existants, ou avec le business, etc., etc. Donc, oui, il faut mettre des jalons pour avancer en permanence. Sinon, on avance. Et justement, tu parles de business, donc enfin, je vais dire la question de Shama 97.4 qui te demande bah, justement, est-ce que vous avez déjà des business analysts? Et si oui, quel est le rôle du business analyst par rapport à celui du PM chez Jelly Smack? Alors, moi, dans ma tribe, donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, mon chat qui court dans toutes les fenêtres, Il s'appelle comment? il se réveille. Au sein de ma tribe, je travaille avec un business analyst, vraiment main dans la main. Et lui, en fait, il va vraiment m'aider sur euh, mener des analyses pour que derrière, on puisse prendre des décisions très stratégiques pour faire avancer en permanence la tribe. Hmm. Donc, voilà le rôle du business analyst. Il va travailler main dans la main avec moi Ok, pour faire avancer le business. C'est son trop rôle. cool. Ouais. Trop cool. Et il y a Kilakune, j'avais vu la question, j'allais revenir, bah, du coup, trop bien que tu me l'aies remise. Une fois la feature live, est-ce que tu fais de l'évaluation continue pour voir justement si les résultats obtenus
en backtest se maintiennent ou du coup, enfin, est-ce que tu itères finalement sur ton produit en analysant toujours de la donnée ou pas? Bien sûr. Alors, au début, j'ai commencé avec un data studio, Google Data Studio, hein, très basique, où je demandais en fait à mes amis data scientists chaque mois de suivre en fait le KPI, la performance de leurs différents algos. Donc, j'ai un data studio avec plein de différentes métriques. Chaque algo a sa métrique. C'est aujourd'hui banni chez Jelly Smack de créer un algorithme sans le suivre dans le temps et le laisser mourir tout seul. Non, on va le suivre en permanence. Après, pour certains algos, aujourd'hui, on a des Power BI qui sont alimentés de manière automatique, où on Mhm. peut suivre en temps réel en fait la corrélation, par exemple, d'une métrique. Là, tu parles de Power BI, vous utilisez finalement quoi comme outil, tu vois, en tant que PM Data, est-ce que tu as des outils spécialisés outre bah, justement les GA, les Hotjar, enfin ce que nous on connaît point de vue product manager, est-ce que tu as des outils, tu vois, vraiment spécifiques comme Power BI? Ouais, alors jusqu'à aujourd'hui, on était sur Power BI. Ok. Power BI, le problème, c'est qu'on a toujours besoin de techos qui vont mettre les mains dans les bases de données, qui font remonter, qui nous mettent à dispo la donnée sur Power BI. Euh, et là, on est en train de switcher, on est en train de passer sur un outil qui s'appelle Looker. Ok. Peut-être que tu connais Ouais. Marcel, qui va vraiment nous permettre à nous-mêmes, sans mettre vraiment les mains dans le code, de créer ce De qu'on veut, pouvoir, de ok. faire, en fait, de Des s'amuser, dashboards, quoi. ainsi de suite. Ok. Trop Ouais, cool. c'est ça. Et, du coup, désolé, qui l'a connaît avec le petit smiley. Tac. euh, tac, 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 tac. Alors, il y a Jess Cocorico qui te pose la question. Tu t'es formé auprès de TDS, mais par des sources externes. Est-ce que tu as des must-read à nous partager, tu vois, des choses, des podcasts qui t'ont fait, tu vois, step up de ouf, ou même justement, enfin, tu vois, faire des déclics où t'as écouté ou lu la chose et tu t'es dit, ah ouais, bah, je le prends maintenant de cette manière parce que c'était hyper intéressant. Alors déjà, oui, je te déconseille YouTube parce qu'il n'y a rien, déjà. Terrible. Bah, Après, si j'ai tu fait veux, tu peux l'erreur, venir sur notre chaîne YouTube et faire par exemple. je récupère. Après, j'ai fait, oui, effectivement, j'ai pas fait l'exercice et c'est dommage, je le regrette, d'avoir noté en fait tout ce que j'avais pu trouver, mais vraiment en fouinant à l'époque sur le web, de, bah, des différentes sources. J'aurais dû le faire cet exercice et j'aurais pu vous le partager, mais je l'ai pas fait, non. Donc, Ok. j'ai pas souvenir. Bon, bah désolé Jess, tu vas devoir chercher Mais, de toi-même. mais Medium m'avait pas mal aidé, je me rappelle. Ouais, Medium, c'est une bonne source d'infos Ouais. généralement. Rem qui te pose la question, est-ce que vous vous intéressez à tous les types de créateurs de contenu ou certains sujets ou profils sont complètement exclus? Est-ce que c'est plutôt finalement des choses mainstream ou finalement même peut-être des tout petits créateurs sur une niche hyper spécifique, tu vois, comme le product management, on va dire, ça peut vous intéresser? Alors, déjà en termes de plateforme, on est en train de s'étendre sur de plus en plus de plateformes. Maintenant, en termes de type de créateur, donc je pense que ta question était tournée en termes de nombre d'abonnés peut-être ou en termes de nombre de vidéos. Alors oui, effectivement, on va s'intéresser qu'à certains types de créateurs. Et Ok. la taille de ce créateur va dépendre notamment du pays dans lequel il se situe. Pourquoi? Parce que par exemple aux États-Unis, bah, les créateurs qui sont intéressants sont déjà plus gros que ceux qui sont en France. Donc ça va dépendre du pays. Mais oui, effectivement, il y a certaines niches, certaines catégories de contenu, on sait qu'elles vont bien marcher sur certaines plateformes. D'autres types de contenus, on sait qu'elles ne vont pas marcher, donc on va même pas s'y intéresser, par expérience, du coup. Il y a Aurélie qui te pose, en tout cas, enfin, je sais pas, ouais, du coup, à la fin, il y aura une question. C'est, je trouve que l'un des gros challenges, c'est aussi réussir à expliquer aux autres que c'est pas parce que c'est un algo, que dans un cas d'algo, pardon, n'a pas fonctionné, n'a pas prédit que c'est pas un bug et que le modèle a par exemple que 80% de réussite. Est-ce que tu as des tips là-dessus? Que le modèle n'a que, pardon, j'ai pas compris Alors à la vas-y, fin. je vais te. Alors, du coup, l'un des gros challenges, c'est aussi réussir à expliquer aux autres que c'est pas parce que dans un cas l'algo n'a pas fonctionné ou qu'il n'a pas prédit, enfin que c'est pas un bug du coup, et que le modèle a par exemple que 80% de réussite. Est-ce que tu as des tips? Tu as l'air de dire déjà que c'est pas mal, 80% de Bah, réussite. ça dépend l'application, mais en général, oui, c'est pas mal, 80%. Mais du coup, est-ce que tu as des tips là-dessus? En gros, je pense que tu vois, on prédisait voilà, d'avoir 100% de réussite par rapport à un algo. T'as que 80% de réussite. C'est pas que l'algo ne fonctionne pas, c'est pas un Ouais. bug non plus. Oui, Mais du coup, est-ce que tu as des tips pour partager justement ouais. pour Alors oui, bonne question également.
Moi, le tips, le meilleur que je peux te donner, c'est mettre un graphe en face des stakeholders. Tu vois. Donc, tu mets un graphe. Imagine, tu as un nuage de points où tu as 80% de tes points qui sont répartis au bon endroit. Ben, c'est visuel et ça montre vraiment l'impact. Ils vont voir que ben, les 10 petits points, là, 10% qui se baladent quelque part, qui sont un peu étalés à droite à gauche, ben, au final, c'est négligeable puisque tu as fait parler la masse. Et dans la data science, il faut toujours faire parler la masse. Et je sais que souvent, on est limité par les problématiques de nombre de points, nombre de data. Il faut en général, enfin, il faut toujours avancer. Donc, même si tu as un minimum de points, il faut que tu essayes de faire quelque chose. Mais si tu vois que la masse parle, eh ben, en général, avec quelque chose de visuel, en le mettant en face des gens, ben, ça va te permettre d'avancer. Ok, trop cool. Bah, j'espère que ça va t'aider, Aurélie, là-dessus. Maverick qui te pose la question, ouais, bah, parce que grosse news de YouTube il y a quelques mois, les dislikes ont disparu. En tout cas, on ne les voit plus. Est-ce que ça vous a impacté, que ce ne soit plus rendu public? Euh, non, pas sur le scope de détection de créateurs. Ok. Sur d'autres Parce qu'on scopes, a, en tout cas, potentiellement, enfin, oui, parce que, oui. Parce qu'en fait, nous, on ne regarde pas aujourd'hui pour la détection de créateurs le nombre de dislikes. ok. Mais du coup, il y a des endroits où vous avez regardé justement sur la croissance d'un créateur de contenu, ce nombre de dislikes, enfin ce ratio en tout cas like-dislike, Ouais. savoir si justement potentiellement perte de vitesse ou alors des vidéos qui ont fait des bad Oui, buzz ou il autre. y a, oui, il y a certains scopes qui ont peut-être été impactés effectivement chez Delisma, quoi, mais Ok, pas chez nous. ok, trop cool. Et du coup, bah, justement, il y a des plateformes d'avenir que vous voyez où vous dites, là franchement, c'est la plateforme sur laquelle il faut être actuellement pour un créateur de contenu. Euh, Nous, on est souvent en fait bloqué par est-ce que la plateforme est monétisée ou pas? Ok. Ok, parce que forcément, il faut bien gagner de l'argent. Hmm. Si c'est pas monétisé, nous, on ne peut pas gagner de l'argent. Le créateur n'en gagnera pas, du coup, nous, on n'en gagnera pas. En revanche, notre stratégie, c'est d'essayer d'être déjà présent sur toutes ces différentes plateformes, qu'elles soient monétisées ou pas, ou pour que le jour où ça se débloque la monétisation, ben, on soit déjà présent. On est déjà ici. On n'a pas tout à reconstruire de zéro. Hmm. Donc, on essaye d'être un petit peu partout. Pour répondre à ta question en termes de nouvelles plateformes, c'est pas forcément nouveau, mais Twitch, en termes de création de contenu, on est en train de vraiment s'y intéresser. Ok. Ça Bah, tombe bien bien parce que sûr. Tu vas On y poster est. une jolie vidéo là sur Twitch. Bah là, on y est. Là, on est en Et on y plein est, live ouais. sur Twitch, du coup. Trop cool. Je sais pas si on peut parler salaire ou pas. Est-ce que c'est un sujet à peine enfin, sensible ou Je ne serai pas la meilleure personne pour te répondre Ok, sur ces sujets-là. ok, pas de souci. Euh, Est-ce que vous avez encore des questions dans le chat sur la partie data, sur la partie, enfin, qu'importe la partie, avec grand plaisir pour y répondre. Sachant que là, ça fait déjà un peu plus d'une heure qu'on est en live. Euh, cool, tac, tac, tac. Euh, alors, il y a Maverick qui commence à dire, tu parlais de la partie infra pour l'industrialisation. Est-ce que tu suis cette partie-là aussi, justement sur cette partie infra-industrialisation? Alors, je l'ai beaucoup fait au départ euh, parce que tout a beaucoup changé en 2 ans, mais au départ, c'était très OK. Le POC est terminé, on voulait industrialiser, c'est bloqué par l'infra. J'avais besoin en fait de comprendre pourquoi c'est bloqué. Pourquoi ça prend, et pourquoi les gars de l'infra me disent OK, ça va me prendre un mois à industrialiser un POC. Et pour moi, pour un PM à l'époque qui a l'habitude de faire juste du back, du front, un mois pour sortir une feature, il faut que tu arrives à comprendre pourquoi. Hmm. Donc là, je me suis beaucoup intéressé en essayant de comprendre pourquoi, en essayant constamment d'appuyer, de relancer, de bouger un peu ces équipes infra. Et j'ai compris les enjeux, j'ai compris pourquoi ça bloquait, j'ai compris pourquoi il y avait une file d'attente derrière. Maintenant, c'est l'équipe qui gère. Moi, je m'en occupe plus du tout. Ok, voilà, maintenant c'est Voilà. plutôt chill. La seule chose que je dis, c'est relance, 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 relance. Et Terrible. depuis, d'ailleurs, petite info, depuis maintenant une semaine, on a eu la chance d'avoir intégré les équipes infra au sein des squads directement. Ok, Et là, ça porte déjà ses fruits. Donc ouais, c'est j'imagine. après 2 ans de combat. Trop cool. Bah, ciao Nico, bon live, merci pour d'être passé sur ce live. Est-ce qu'il vous reste des questions justement à poser à Rizwan? Euh, Bah, moi je vais te poser une dernière question en tout cas s'il n'y en a pas qui arrive.
Est-ce que tu penses que justement ce métier de PM Data doit arriver peut-être dans toutes les entreprises? Est-ce que finalement c'est que les entreprises hyper orientées sur des algos, sur des choses comme ça, qui doivent avoir ce métier-là? Ou tu penses que ça va être un peu plus démocratisé finalement? Alors la data, c'est large. Il y a aussi la partie, donc il y a la partie algorithmie, bien sûr, mais il y a également la partie, analyse des données Hmm, qui est très importante. Même si tu as un site avec, je sais pas moi, 2000, enfin une app du moins avec, 2000 utilisateurs, tu as quand même beaucoup de données, tu vois? Tu hmm, as beaucoup de données, que ce soit rien que l'utilisation de ton outil, rien qu'avec Hotjar, tu as de la donnée. hmm. Et tout ça, en fait, au final, c'est des compétences qu'il faut savoir développer, d'analyser la donnée, de savoir la faire parler, cette donnée qui est brute, en fait. C'est ça le plus important. Ok, Et déjà, commencer par la data analyse pour derrière faire de l'algorithmie, ben, c'est, enfin, il y a plein de choses à faire, en fait, en termes de data. Donc, pour moi, oui, c'est important. Et c'est pas qu'aujourd'hui, accès à des entreprises qui font de l'algorithmie. ok, trop cool. Et justement, on a encore des questions de Artidor qui posent dans une boîte dont le produit n'est pas drivé par la data, contrairement à Jelly, comment tu justifies aux stakeholders le temps à allouer à toutes les étapes que tu as citées? Est-ce que tu as des tips là-dessus? Euh, bonne question. Bonne question. Alors, moi, je l'ai déjà fait. Je suis pas le bon exemple. C'est ne pas leur dire que je bossais sur un POC avec mes équipes. Et voilà, on arrive toujours là, on cache toujours les choses. Bravo la transparence. Voilà, donc oui, je l'avais caché, jusqu'au jour où on le sort, on l'a évalué, je le fais encore d'ailleurs, hein, en ce moment même. On l'a sorti, on a montré les résultats, on a présenté et c'était, bah, un franc succès et c'était une très belle surprise. Et là, j'étais vraiment dans l'optique de suggérer ce que je disais en prototype, suggérer la data science quand on n'y pense pas. Mais pour pouvoir la suggérer, j'ai besoin de l'étudier avec mon équipe Hmm. et c'est ce que j'ai fait. Ah, vas-y, vas-y. Donc, en fait, travail peut-être en parallèle, en leur disant, OK, tu as un projet de R&D, nous, on a du temps R&D à louer aux équipes data science, par exemple. Hmm. Utilise ces slots-là, crée ce genre de slot-là tous les vendredis après-midi, toutes les 2 semaines, allez. Laisse-les bosser sur ce genre de sujet. Et si tu as une belle surprise, eh ben, présente-la et tu verras que le temps derrière à louer pour l'industrialiser, faire le back, le front, ben, il sera dispo. Surtout que l'époque, ça te permet aussi de diminuer tes risques, tu vois, enfin, en testant en amont. Donc, finalement, là-dessus là-dessus aussi, le coût est bah, bien moindre que de tout développer et après de te rendre compte Mm. que bah, ça ne fonctionne pas. On a Maverick qui fait des têtes avec Artie justement qui dit le bypass. C'est ouais, bah, ouais, on a tous connu ça, hein, je pense. Faut faire avancer le métier, hein. Et justement, Aurélien qui te pose la question, comment est-ce que tu vois l'évolution du poste de PM Data? Tu vois, parce que le Ouais. poste enfin, est plutôt récent et Oui. voir qu'est-ce que tu vois pour le futur. Alors, dans une entreprise qui est très axée data, donc je prends l'exemple de Jelly, hein, ben, un PM data devient lead PM data, peut prendre la tête de toute une tribe et peut derrière être head of product, voire VP product. Mhm. Et derrière, en fait, être en mesure, quand il va gérer tous les PM qui seront positionnés sur différents scopes, eh ben, il aura le lead en fait sur dire OK, attention, tel algo, moi par expérience, on avait fait telles erreurs et fais attention, tel algo a déjà été créé sur un autre scope à tel endroit. Donc réutilise peut-être ce modèle d'algo qu'on a déjà utilisé pour avancer sur ton scope, etc., etc. Donc avoir cette compétence-là en plus. Et du coup, là, tu parles de VP Product. Est-ce que tu aurais un VP Product et un VP Product Data ou est-ce que pour toi, c'est vraiment VP Product qui englobe toutes tes verticales product que tu peux Oui, avoir? oui, VP product qui englobe tout, quitte à ce qu'il travaille en collaboration avec le head of data Ok, ou le VP data. trop cool. J'espère que ça te convient, Aurélien. Mais justement, toi, comment vous voyez peut-être dans le chat l'évolution de ce poste de PM Data? Euh, cool. Et si tu as des tips à donner pour bah, justement, trois tips à donner à un PM qui voudrait se lancer dans cette aventure-là, partie data, ce serait quoi? Les trois premiers tips. Ouais, alors, ouais, déjà, si tu es dans une entreprise de manière générale, ne travaille pas vraiment avec la data, déjà pose-toi, réfléchis à toute la data que tu pourrais exploiter, comment tu peux aller la chercher pour la mettre à disposition des personnes qui travailleront dessus. Enfin, fais un gros travail de cleaning, un gros travail de sourcing, de trouver la data, laquelle tu as besoin pour faire avancer ton produit, tes features et pour améliorer la vie de tes utilisateurs. Dès que tu as fait ce travail-là, réfléchis à l'application finale. Donc, fais des wireframes. Oublie la partie.
prédiction, la partie modèle algorithmique, etc. Qu'est-ce que tu as envie? Et dis-toi à partir de ce que, enfin, si tu as exprimé le besoin de ton envie, de ton besoin pour répondre aux besoins d'utilisateurs, bah, après, la partie tech, ça, c'est envisageable, c'est faisable, tout est faisable. Et dans ce cas-là, tu auras la donnée, tu sais ce que tu veux en output, bah, il reste plus qu'à faire la partie plus intéressante, celle du milieu. Et bah, du coup, merci Rizwan, C'est tout grand plaisir. simplement. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce webinar. Ah, bah attends, on a Aurélien qui nous dit dans ma boîte, on est plutôt parti pour faire un Head of Data Products. Du coup, Magnifique. c'est ça. Pourquoi pas? Et, euh, et qui te remercie en tout cas pour ce talk. Merci Avec infiniment grand Rizwan, plaisir. merci d'avoir pris le temps et Ouais. merci à tous en tout cas d'avoir suivi ce live. Et on se retrouve bah, mercredi prochain pour l'after produit avec des personnes très intéressantes. Vous allez voir, on va voir un petit peu de décathlon, enfin des petites boîtes qu'on connaît un petit peu. Nice. Merci à tous, merci Trop bien. Kila, merci Likia, merci l'after, merci Jess, merci tout le monde. Passez une excellente soirée et on se retrouve mercredi soir à 19h pour l'after produit, bah, le nouvel after produit tout simplement. Ciao tout le monde!